Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, comment ça va? Ça va, il fait beau et tout. Oui, super beau. L'ambiance est formidable. Là, Il paraît que c'est compliqué dans tous les commerces et dans les librairies aussi. Donc pensez à vos libraires, pensez à faire vos courses de Noël maintenant. Ben oui, parce qu'après... Après, ça va être plus compliqué. Donc, donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez lu? Juste un petit rappel. Vous savez que c'était l'époque des prix, là. Oui. Alors, relisez, si vous voulez connaître les coulisses des prix. On ne va pas en parler. Ah oui. Et ben, il y a le Louis-Henri de La Rochefoucauld, Les Petits Farceurs chez Robert Laffont. Formidable. J'ai pas l'impression qu'il marche beaucoup, alors que c'est une petite merveille. Et là, qui raconte un peu les coulisses de l'édition avec tellement d'humour et tout. Il a un style en plus plume. Et là, vous allez voir comment parfois ça pourrait se passer, quoi. Donc, allez-y. Moi, ça a été un de mes. Ça fait tellement de bien là d'avoir quelqu'un qui raconte autre chose que ce qu'il faut raconter d'habitude. Donc voilà, je vous le conseille parce que franchement, ça m'a fait passer un bon moment. Alors juste. Il y a un tome 2 d'un livre que j'avais adoré. Alors attendez, je prends mon téléphone parce que c'est sur moi que ça tombe, l'auteur. De Christina Sabaliauskaité, je vous l'appelle pas. Oui. C'était l'impératrice de Pierre, vous savez, c'était l'histoire de la première impératrice de Russie. Alors tout le monde dit la première impératrice de Russie, tout le monde pense Catherine II. Oui, et ben non, sûr. Pas du tout. C'est pas elle, c'était la première femme qui a été impératrice, c'était 60 ans avant, et c'est une histoire absolument extraordinaire. C'était la deuxième femme de Pierre le Grand. Alors Pierre le Grand, tous les personnages... Alors il y a le tome 2 qui vient de paraître, elle va mourir, donc elle se remémore, elle vous raconte. Et elle n'avait rien pour être impératrice, cette femme, c'était une lituanienne de basse extraction. Et puis la guerre, tout ça, ça va s'enchaîner. Et elle va devenir la femme de Pierre le Grand. Alors avec de l'amour, c'est vraiment de la... Et vous allez voir la condition des femmes, c'est-à-dire que ces femmes, elle est brillante, intelligente, parce qu'elle va être forcée contre... Il y a plein d'ambitions. Et c'est alors le contraste entre... Alors vous découvrez Pierre le Grand. Alors Pierre le Grand, il est moderniste, enfin il aime la modernité, il va se balader en Europe, il veut transformer son pays. Mais d'un autre côté, il est... c'est l'héritier de toute une Russie conservatrice, tyrannique. Alors il est tyran, puis en même temps, il veut être démocrate. Et avec sa femme, il est amoureux, mais il est horrible par moments. Il est faible et fort. Ça bouge dans tous les coins, c'est plein de passion, plein de vie, puis vous redécouvrez une femme quand même complètement différente. Et puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme parce que, vous savez, il y a maintenant, c'est de dire le corps des femmes, il faut respecter. C'est tout à fait, c'est normal. Mais à l'époque, ces femmes n'avaient que cela, c'est-à-dire que pour réussir. Alors maintenant, c'est dire elle était, mais non, elle a réussi et elle va quelquefois, elle va vivre. Elle va vivre. Ça, mais avec des caractères. Voilà, et puis incroyables. elle aime cet homme aussi, donc. Et vous allez voir la complexité, la cour, la Russie. Et alors quand vous voyez la Russie de Poutine en ce moment et tout, il y a quand même quand vous ça vous aide à comprendre quelque chose. Et puis surtout, tu es un écrivain absolument incroyable. C'est un roman époustouflant. Vous êtes dedans, c'est plein de vie. Ne passez pas à côté, parce que franchement, c'est une pure merveille au niveau roman historique. Bon, redites le titre et le nom. Alors, l'impératrice de Pierre, c'est chez Quai Voltaire et elle s'appelle Christina. Alors là, jusque-là, ça va. Oui. Sabaliauskaité. Bravo, pas mal. Non, attendez. Juste aussi un autre truc, mais ça n'a rien à voir, c'est de vous rappeler que vient de paraître, comme tous les ans, et qu'il faut le faire parce que ça, c'est une bonne action, c'est 13 à table chez Pocket. Et pour un livre édité, il y a 5 repas. Au Resto du Cœur, et comme le Resto du Cœur en ce moment, et comme tout le monde a beaucoup de difficultés financières, c'est très compliqué. Donc allez-y, là c'est l'année où il faut vraiment, vous le prenez. Alors vous savez, c'est ce que vous me dites tout le temps, vous charriez un peu en disant le livre de table, vous savez, dans les assiettes. Mais c'est bien, c'est une super bonne idée, je trouve, quand on a des invités, une petite attention, on met un livre dans l'assiette. Voilà, un petit livre de poche, et les gens sont super contents parce qu'en plus, pour un repas, les gens se connaissent pas forcément. Là, ils vont, vous l'avez lu et tout, et ça part dans tous les sens. Et alors là, vous faites 2 trucs. Vous offrez le 13 à table, et puis un autre en folio, en poche ou en d'autres collections. Alors, il y en a un petit aussi que vous
tout petit que vous pouvez glisser dans l'assiette, c'est Moi et François Mitterrand d'Hervé Le Tellier. C'est à hurler de rire. C'est en collection Folio. Alors, c'est déjà paru, on en avait parlé. Vous aviez parlé. Hervé Le Tellier, c'est évidemment le prix Goncourt. Il travaillait au Papou dans la tête sur France Culture. Il fait partie de l'Oulipo, je crois même qu'il préside cette. Et donc, il décide d'envoyer, alors est-ce que c'est vrai ou pas, une lettre au président de la République de l'époque, François Mitterrand, pour lui écrire une carte postale, en lui disant, enfin, des cartes postales qui sont hilarante, et donc il reçoit toujours la même lettre renéotypée: cher monsieur, nous prenons en compte votre demande et tout. Donc c'est une conversation où il entretient, c'est un sens unique, mais lui il pense que c'est son copain, donc il met salut François. Alors il en a écrit aussi à Sarkozy, et puis également à Emmanuel Macron. C'est un tout petit livre, c'est drôlissime. Il y a une nouvelle édition donc qui vient de paraître, ça s'appelle Moi et François Mitterrand. Très très drôle, franchement vous passerez un super moment. Et comme petit livre encore pour mettre dans l'assiette, mais mou pas dans l'assiette, ils ont réédité chez Mille et Une Nuits. C'est un tout petit bouquin, hein, ça vaut pas vraiment, c'est genre 2 € ou voilà, je sais plus exactement, mais c'est ça s'appelle De l'amitié de Montaigne. Et c'est une pure merveille. Vous allez me l'offrir ? Ça va être dur. Alors, et non, c'est une pure merveille. Ça n'a pas vieilli, c'est très contemporain. Et puis je trouve à notre époque où c'est un peu glauque, hein, tout ça, je trouve de remettre des valeurs comme ça, comme l'amitié. C'est une belle chose, et puis c'est un style, il écrit super bien, puis c'est un joli petit objet en plus, hein, donc allez-y. Là on vous donne des idées pas chères pour faire des petits cadeaux. Et moi j'ai un ami qui, son sapin de Noël, il met pas de boules, il met des petits livres comme ça, tout petits, et il les suspend dans le livre, et à la fin du repas de Noël on va chercher son petit livre. Et vous trouvez ça où ? Des petits livres comme ça? Et vous avez les folios à 2 €. Vous avez vous avez même les Mille et Une Nuits qui sont tout petits. Et il y a plein de choses. Il y a les goûts vous savez, les qui petits, sont géniaux. Et là, c'est très joli. Vous mettez ça avec une belle guirlande. Et vous serez un peu différent des autres. Vous avez vu à Saint-Pancras, la gare de Londres, où ils ont fait un arbre de Noël avec des livres, et vous pouvez vous installer. Pourquoi nous, on a que le sapin en fer à Bordeaux. Donc, Alors, si vous voulez, là aussi, vous évader. Alors, moi, je suis pas très biographie. Je suis pas non plus une dingue de Paul Newman, mais je suis tombée sur sa biographie. Et c'est vrai que la vie extraordinaire d'un homme ordinaire est tout à fait passionnante, parce que ce sont des notes qui ont été retrouvées par ses filles. Il avait accordé à un de ses copains des entretiens, et donc où il se racontait. Ça n'a jamais été publié, et c'est c'est pas une biographie classique. Ça apprend beaucoup de choses sur l'époque, évidemment, sur les films, sur la manière dont il doutait. C'est toute l'histoire. C'est l'histoire d'une époque. Hein. C'est entre la fin des années 60 et 70. Ça a été une icône du cinéma. J'ai trouvé que ce livre était. J'ai commencé à le lire et je me suis pas arrêtée, je me suis pas ennuyée une seconde. Il parle de l'alcool, il parle de sa femme, hein, Joan Woodward. C'est vraiment très très bien. C'est aux éditions La Table Ronde, et toujours très bien ce que fait La Table Ronde. Ouais. Mais là vraiment c'est pour ceux qui aiment le cinéma, ça va vous expliquer comment fonctionnait Hollywood à cette époque-là. Et puis aussi c'est l'autoportrait d'un homme qui a marqué son époque, Paul Newman. Et pour les plus jeunes, allez le découvrir, parce que c'est une très très belle biographie, vraiment. Pour remettre les valeurs, certaines valeurs en perspective dans notre époque un peu compliquée, il y a Mohamed Assaoui qui vient de faire paraître le dictionnaire amoureux d'Albert Camus chez Plon, qui est une pure merveille. En plus, moi, j'adore ce genre de... en plus, Camus, à notre époque, ça fait du bien. On le cite beaucoup en ce moment. Oui, c'est sa revanche sur Sartre. Hein, on l'a toujours considéré comme un sous-Sartre il a été calomnié. Ça a été terrible parce que c'était la grande vogue de Sartre et tout. Et puis maintenant, Sartre, il est un peu descendu dans les calandres au niveau politique et tout ça, et Camus revient parce qu'en fait ce type c'était un type normal quelque part. Il était amoureux, il aimait le foot, on voit l'intelligence, il était solaire, il était humain, c'était vraiment, il avait plein de défauts, il était passionné, et en plus il disait ce qu'il pensait, c'est-à-dire que il avait pas une idéologie comme un peu mortifère comme à la Sartre, hein, qui oubliait la réalité pour que la réalité se plie à ce qu'il voulait. Et là c'est vraiment magnifique. Puis j'adore
j'adore ce genre de bouquin, vous le prenez où vous voulez. C'est-à-dire que... Oui, c'est ça, c'est un dictionnaire. Oui, mais et donc vous regardez, et moi j'ai adoré ce bouquin. Je trouve que c'est un beau cadeau. Qui est l'auteur? C'est Mohamed Assaoui. D'accord. Assaoui. D'accord. Donc c'est chez Plomb dans la collection des dictionnaires amoureux. Et en même temps, vient de paraître les œuvres de... J'adore cette collection, chez Quarto Gallimard. Ouais. Ils ont fait paraître les œuvres de Camus. C'est écrit plus gros déjà. Bon, c'est une question d'âge, mais c'est plus gros que la Pléiade. En plus, il y a plein de notes partout et tout. Ouais. C'est un bel objet et c'est sous coffret. Vous voulez faire un beau cadeau et un beau message de solidarité, de générosité. C'est Camus chez Quarto et le dictionnaire amoureux de chez Plomb. Alors, un dictionnaire qui n'a rien à voir, mais on l'a reçu cette semaine. On a eu un coup de cœur avec Gilles Gansman dans l'émission Média. C'est Bertrand Deckers, mon petit dictionnaire de la royauté, qui est paru chez Robert Laffont. Alors, c'est un Stéphane Bern déjanté. Ah oui, il est fou, j'aime bien. Passionné. Ouais. Et le livre est vraiment, c'est pétillant, c'est drôle. Il écrit une lettre au prince Charles en disant je vous ai jamais aimé, vous n'êtes pas à votre place. J'adore ce type. Et en même temps, il y a des choses très intéressantes sur... il y a des conseils sur le baise-main, l'histoire du baise-main, il y a l'histoire du Taj Mahal. Il y a plein de choses. C'est vraiment le cadeau parfait. Ah oui. Franchement, c'est... Et puis ce type, il a rien que le... Il est passionné. Quand on voit son allure, on se dit qu'il peut pas écrire normal. Enfin, il peut pas écrire quelque chose de classique et tout. Franchement, et le livre, quand vous vous plongez dedans, pareil, c'est un dictionnaire, vous prenez un petit peu au hasard. Alors, il adore Grace Kelly, mais il y a aussi, il nous dit qu'il aime pas les after eight et il demande à ses lecteurs d'arrêter de lui en envoyer. C'est très drôle. Voilà. Quoi d'autre, Gérard? Qu'est-ce que je veux... Alors... vous voulez qu'on marque une pause et puis on commence et puis on continue dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Un coup de cœur, Gérard, pour cette maison d'édition aux Feuillantines. Ah oui, vous m'avez donné envie là. Ah oui, je vous en ai parlé pendant la pub. Ouais. Dans la bibliothèque 2. Alors, c'est une collection qui vous propose de découvrir des auteurs qui ont inspiré les grands écrivains et qui ont joué un rôle très important. Donc, ce sont des textes, bravo vraiment à cet éditeur, qui pour la première fois, c'est des livres qui ont été oubliés, absolument. Alors il y a dans la bibliothèque de Vladimir Nabokov, c'est un roman qui s'appelle Qui a écrit Trixie de William Kane, et donc ça se passe dans l'Angleterre post-victorienne. C'est un archidiacre c'est en 1925, donc qui a décidé d'écrire, mais sauf que comme il aspire à l'épiscopat et qu'il a écrit un roman un peu sentimental, il faut qu'il trouve quelqu'un qui en soit l'auteur, un auteur de paille. Donc il trouve quelqu'un. C'est une jeune fille. C'est un garçon, Dunkel, qui est le fiancé de sa fille Chloé. Et elle va lui faire payer très très cher cela. Il fait le coup Gary Ajar, quoi. Mais voilà. Et donc c'est un livre qui a beaucoup inspiré Nabokov. Tous ceux qui ont aimé Lolita devraient le lire. Et puis il y a ce deuxième ouvrage dans la bibliothèque de Charles Dickens, Le Grand Livre des Avares. C'est un livre qui a été vraiment très très inspirant. J'aime pas ce mot, mais en tout cas c'est vraiment le mot pour Charles Dickens. Et c'est là aussi en Angleterre. C'est la première traduction de ce livre qui a eu énormément de succès, et c'est un petit régal parce que vous pouvez le picorer un peu comme un dictionnaire. Ce sont des portraits d'avares en Angleterre, et vous oublierez peut-être Harpagon en lisant ça, mais bravo à ces éditeurs qui osent, qui innovent. Je reconnais, mais le problème c'est qu'on n'est pas forcément au courant, ça vous me l'apprenez, donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui font des choses absolument formidables et qui passent à l'as à côté des médias parce qu'on n'est pas, mais même on n'est pas au courant, même en tant que libraire, je sais pas par qui il est distribué, mais je n'ai jamais eu entre les mains ces deux livres, quoi. Et donc à paraître, il va y avoir aussi Arthur Koestler, le grand livre de coïncidence de Paul Kammerer. Donc c'est bien de retrouver des livres comme cela. Puis, en plus, l'époque victorienne, post-victorienne. C'est génial, ça. Vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler. J'adore ça. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Alors Gisbert, j'ai pas toujours été sympa avec lui parce que je suis pas toujours. C'est formidable. Et là, sa trilogie, ce qui vient de paraître. Alors ça s'appelle l'histoire intime de la Ve République. Et le nouveau tome, ça s'appelle La tragédie française chez Gallimard. En plus, allez-y, il va pas y en avoir beaucoup. Il y a un coffret qui est sorti avec les 3 tomes. Je me le suis pris. Super cadeau. Même moi, je me le suis pris. Alors je vais vous dire. Vous l'avez payé ? Je me le suis payé en plus. Vous voyez, genre, ce que je veux pas qu'on
dise. Et alors, dans le premier, ça s'appelait Le Sursaut, c'était De Gaulle qui arrivait, il va changer la France, voilà, il raconte ça, puis alors il raconte comme si on y était. On y est. Oui, puis c'est vivant, on y est, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses qu'on ne savait pas du tout. Après, il y a eu La Belle Époque. Alors, La Belle Époque, c'est Giscard et puis Pompidou. Alors, c'était des gens qui ont changé l'économie, hein, mais bon, on peut pas dire qu'il y avait... Bon, c'était pas très... Et puis après arrive la tragédie française, et là, il raconte, c'est l'effondrement, c'est-à-dire Mitterrand, Chirac, puis ça va s'accentuant, Sarkozy et Hollande. Et puis là, il a été au cœur, il les a tous connus, bien connus. Et là, il va vous raconter. Alors moi, ce que j'aime, par contre, c'est que, bon, il décrit tout ce qui se passe, enfin, comme disent certains, on paye la facture de tous ces, voilà, de près de 40 ans de choses qui n'ont pas été forcément bien faites et qui n'ont pas forcément été bien vues. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que c'est pas fermé, c'est-à-dire qu'il n'est pas pessimiste. Il a quand même son côté en disant... On s'en est toujours sorti et on va s'en sortir encore une fois. Mais alors, ce que je veux dire, c'est ça devrait être presque étudié par les étudiants ou par les gosses de seconde et de première ou de terminale, parce que c'est vraiment l'histoire de la France vue humainement, loin c'est pas un article du Monde, quoi. C'est vraiment... Je suis persuadé que les gamins, si on leur faisait lire ça en histoire, déjà, ça leur redonnerait une chronologie. Bien sûr, une chronologie. Ça serait déjà... Et puis c'est ludique. Et il écrit bien, faut reconnaître. C'est un de ces journalistes qui vous fait des portraits en 3 mots, et puis il y a plein de... J'ai l'impression, c'est un peu terrible, mais j'ai l'impression d'être voyeur quand on est là. Et puis on nous a caché tout ça. Dans les coulisses. Ouais, et puis par moment de m'être fait avoir. Quoi. On avait des opinions comme ça, et puis on se dit, oh, mon Dieu, c'était ça et tout. Et puis que ceux qui ont été brocardés pendant certaines années sont pas forcément les pires. Au contraire, on a beaucoup critiqué Pompidou, Giscard, par exemple, qui a fait plein de choses, hein, quand même. Donc, qui a été un président intelligent. Et puis, ils avaient tous, à mon avis, ce qu'on manque maintenant, c'est-à-dire une colonne vertébrale intellectuelle et historique, une vision du monde à long terme, plus ou moins, qu'on n'a plus maintenant. Allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Moi, si j'avais un truc que j'aimerais bien qu'on m'offre à Noël, mais c'est trop tard, je me le suis offert, ça serait celui-là, parce que c'était vraiment Donc ça s'appelle Histoire intime de la Ve République. Il y a 3 tomes. Le dernier s'appelle Tragédie française chez Gallimard. Ça s'achète tout seul, de France-Olivier Gisbert. Et si vous voulez vous faire un beau cadeau, vous voulez faire un joli cadeau à quelqu'un, vous prenez son coffret. Et en plus, le coffret est magnifique. J'aurais dû vous parler de ça quand on parlait des dictionnaires. Au bonheur des mots les plus truculents de la langue française chez Larousse. Daniel Lacotte, c'est un linguiste qui adore la langue française. Il est passionné par les mots. Et là, ce sont tous les mots qui sont un peu canailles. Moi aussi, j'adore parce qu'on découvre Alors bon, il y a chenapan, charivari, des mots qu'on connaît, mais il y en a d'autres qu'on ne connaît absolument pas. Arsouille, vous découvrez... Arsouille, c'était un nom de ma grand-mère. Enfin, c'était un mot que ma grand-mère disait. Ah oui, Arsouille. Et donc, attendez, il y a Jarny Coton. Sur les conseils du père Coton, son confesseur Henri IV, l'inventeur de la poule au pot, aurait créé le mot Jarny Coton. C'est un juron qui se présente sous la forme d'une contraction de l'expression je renie Coton, et qui remplace en fait Dieu, parce qu'il y a beaucoup de jurons où on ne pouvait pas citer Dieu. Donc, les mots, au bonheur des mots les plus truculents de la langue française, c'est chez Larousse. Vous pouvez tout lire de Daniel Lacotte. C'est un passionné de la langue, et ce sont des petits bijoux à chaque fois. Qu'est-ce qu'on lit ? Alors, on va rester un peu dans le genre comme ça. C'est Laurent Bill. Oui, c'est ça. B-I-H-L. Il a écrit, j'adore ça, une histoire populaire des bistrots aux éditions du Nouveau Monde. Et alors, il vous raconte la France, il vous raconte notre histoire. En fait, c'est l'histoire de France... un peu comme Gisbert. Alors Gisbert, il est dans les hautes sphères, et là c'est la France du populaire, quoi. Et puis c'est toute l'histoire. D'où viennent les bistrots, les enfin, vous voyez, c'est vraiment vivant comme tout. Comment sont nés les garçons de café, l'évolution des. J'ai adoré. C'est comme il y a plein de choses que j'ai découvert que j'ai pas connues, et que je sais pas. Oui, ça vous replonge dans cette histoire, dans l'ambiance du bistrot. Ça redonne de l'humanité à tout ce qui se passe actuellement et tout. Moi, j'ai besoin d'humanité parce que je trouve qu'en ce moment, c'est plutôt pas... Et donc là, il y a plein de sensualité, d'humour. Il y a de l'humour. Puis c'est des livres dans lesquels on découvre vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, si vous avez aimé ça, vous pouvez... Alors, on va faire un gastronomie de Patrick Rambourg. Je le reconseille. C'est l'histoire du Paris gastronomique chez Perrin, qui est une
merveille. Génial. C'est-à-dire, c'est l'histoire de Paris à travers tous les restaurants, la naissance des restaurants, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est beau. Alors vraiment, si vous aimez j'allais dire la bouffe, si vous aimez la nourriture, si vous êtes gastronome, ou si vous aimez Paris, ou si vous aimez l'histoire, c'est le livre complet. C'est super bien écrit. Ça parle des halles, des restaurants. Comment a été créé les premiers restaurants, mais ça va du Moyen-Âge jusqu'au bistroquet, les guinguettes. C'est vraiment, je comprends pas que ce bouquin... La couverture est super belle. Ah mais je comprends pas que ce bouquin... Du Moyen-Âge à nos jours. Ça devrait être un des essais historiques, vraiment. Génial. Et puis là, vous complétez, je vous fais un petit paquet de gastronomie avec l'autre. On en avait beaucoup parlé. C'est de William Navarrete, c'était le tour du monde en 80 saveurs. Vous savez, c'est ce type qui va dans tous les pays, qui va chercher les saveurs à travers les gens qui y habitent, et qui est vraiment une pure... Là, vous achetez les trois, le bistrot, la gastronomie à Paris et les 80 saveurs. Vous allez voir la vie en rose et tout, ça va, ça va vous donner du goût à la vie, là. C'est vraiment une pure merveille. Alors, une certaine désinvolture de Bertrand de Saint-Vincent. Bertrand de Saint-Vincent, c'est un écrivain, mais il est directeur adjoint du Figaro, il dirige les pages culture. Moi, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses petits billets qui sont toujours très, très bien sentis, toujours il a un regard très particulier, il couvre le festival de Cannes, et il a cet œil toujours un peu, pas coquin, mais un petit peu cynique sur les choses, et donc c'est un recueil de nouvelles. Alors je sais, vous allez me dire, les nouvelles, ça ne se vend pas. Non, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est tellement bien. Vous plongez dans une petite histoire qui fait 3 pages. Ce livre, c'est une bulle de champagne. Je peux pas vous dire mieux. C'est un dandy, Bertrand de Saint-Vincent. Enfin, je le connais pas bien. J'ai dû le croiser 1 ou 2 fois. Mais il vous emmène sur la Côte d'Azur. Vous avez une jolie fille. Vous êtes en Provence. Enfin, il y a du Fitzgerald dans ce qu'il raconte. Il y a quelque chose d'ailleurs, il le cite à un moment. Ça parle d'actrice. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé que ces petites nouvelles étaient très joyeuses, très gaies, et en même temps tendres, et puis avec une plume d'une légèreté qui, franchement, va vous faire aimer les nouvelles. C'est bien, j'aime bien. Une certaine désinvolture, puis je trouve que la couverture est assez raccord. Le problème, je crois que les gens, quand les nouvelles sont bonnes, ils sont un peu embêtés que ça s'arrête si vite, quoi. C'est ça, c'est-à-dire on se dit, j'aurais bien aimé avoir un roman. Je sais pas. Pourtant, aux États-Unis, la short story, c'est vraiment un genre très particulier. Et nous, c'est très... Enfin, bon, je suis peut-être... Il y a quelque chose de très nostalgique dans ce qu'il écrit. Ça parle de Cary Grant, ça parle de... Vraiment, je vous le conseille et vous ne serez pas déçus. Une certaine désinvolture de Bertrand de Saint-Vincent, c'est aux éditions du Rocher. Et ben alors là, j'ai découvert un polar absolument incroyable, une auteure que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Anouk Schutterberg. C'est une Française. Et ça s'appelle La Nuit des Fous, et c'est chez Récamier Noir. Et alors là, c'est... j'ai eu du mal à m'en remettre. Alors donc, ça commence par une jeune femme qui a une maladie dégénérative, voilà. Et puis son père va mourir du Covid. Et il lui annonce, alors son père était très distant, il s'aimait beaucoup, mais bon, il lui dit, elle croit qu'elle est toute seule, qu'il n'y a plus personne, sa mère étant partie, et elle dit, mais t'as encore une tante. Et là, elle va aller à la recherche de sa tante. Ils vont se rencontrer, mais à partir du moment où ils se rencontrent, il commence à se passer des choses... autour d'eux, assez scabreuses, enfin assez effrayantes, inquiétantes plutôt. Et puis à un autre moment, on est à Dole dans les années 2022, il y a sur un chantier, on découvre 5 cadavres, 5 boîtes 5 cercueils, et dedans il y a des cadavres, mais les cadavres ils ont été faits avec des fils de fer, on leur a fait une forme assez particulière, et là il va y avoir des enquêteurs qui vont rechercher. Alors je vous dis pas s'il y a un rapport ou il n'y a pas de rapport entre les deux, apparemment, voilà, parce qu'on va me dire que je raconte tout. Et alors ce qui est très très bien, alors vous êtes complètement pris par le truc, vous êtes en plein dans la folie, et alors les enquêteurs, les personnages sont psychologiquement, vous êtes dedans, ils sont à la fois fragile, à la fois tendre. Il y a un inspecteur qui est un peu paumé parce qu'il a perdu sa fille. C'est vraiment une pure merveille. Allez-y, elle est complètement inconnue. C'est un des belles découvertes de cette année. C'est aux éditions Récamier Noir, c'est une nouvelle maison. Oui, absolument. Un mot sur les enfants Boxcar. C'est super. Vous m'avez dit que c'était vraiment génial. C'est une petite maison d'édition, je crois. Mais c'est vraiment... Les Hardy's Boy. En fait, l'éditrice, d'après ce que je comprends, a édité ce livre parce que c'était
rappeler des souvenirs pour elle d'enfance. Ouais. Et ça marche bien. Mais alors, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on dit, oui, les jeunes maintenant, en tout cas, les gamins, c'est des choses qui ont été faites dans les années, je sais plus combien, 60, et les gamins s'y replongent complètement dedans, ils sont pris dedans, et il y a toute une collection, hein, il y a beaucoup de... c'est le 3e tome qui vient de et qui ça vient de marche paraître. vraiment... C'est vraiment une grande surprise. À partir de 9 ans, c'est aux éditions Novelles. Et on voulait vous les signaler. Ils lisent ça un peu comme on lisait, nous, les bibliothèques vertes. Le Club des 5, c'est ça. Alice. Allez-y, parce que pour Noël, si vous cherchez un truc un peu original... à partir de 8-9 ans. Et c'est vraiment, ça marche très, très, très bien. Et ça donne aux enfants envie de lire. C'est surtout ça, important. Absolument. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.